Voilà, ça va venir. Voilà. Vive la technologie. Très bien. Voilà, j'y suis. Voilà. Alors maintenant, on va dérouler un peu les hépatites chroniques. Donc déjà, souvenez-vous tout à l'heure, hein, on a dit qu'il y a des virus à transmission, euh, à transmission parentérale qui sont B, D, C. D'accord. Ces virus peuvent aller vers la chronicité. Donc, on a vu que le B, essentiellement chez les enfants nouveau-nés, mais chez l'adulte, 10% des cas. Le C, c'est 80%. Et bien sûr, D plus B, si vous prenez bien sûr B plus C, si quelqu'un a une co-infection aussi B plus C, il va plus aller vers la chronicité. Alors, on va définir l'hépatite chronique. C'est un diagnostic histologique. On verra le diagnostic clinique. Quelles sont les étiologies qui peuvent donner les hépatites chroniques. Et on va voir le traitement. Alors, vous connaissez ce schéma, vous êtes familier, donc je répète. Voilà ce qui donne la chronicité, VHB, VHD, VHC. Et VHE, immunodéprimé. Qui dit chronicité, on va aller vers la cirrhose et on va aller vers le cancer du foie. Voilà l'intérêt, si vous voulez, de la question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une nécrose aiguë comme tout à l'heure. Là, c'est l'inflammation qui va beaucoup plus intervenir que la nécrose. Donc, il y aura des lésions nécrotico-inflammatoires du foie et elles vont évoluer plus de 6 mois. D'accord? Et ça va donner donc une fibrose. Alors, c'est simple à expliquer. C'est-à-dire que chaque fois que le foie va être agressé, donc le virus, c'est une agression. Le virus est une agression, donc il est agressé par le B, le D, le C. On verra, il y a d'autres étiologies. Il peut être agressé par l'auto-immunité. Il peut être agressé pour des raisons génétiques. Par exemple, Wilson, c'est la maladie de surcharge en cuivre. Le déficit en alpha-1 antitrypsine. Les médicaments. Tout à l'heure, il y a une collègue à vous qui a posé la question sur le médicament. Donc, chaque fois que le foie est agressé, donc il va faire une nécrose-inflammation. Donc, c'est comme une plaie que vous vous faites quand vous tombez, vous tranchez avec un objet, par exemple un couteau ou une lame, vous avez une plaie et donc c'est des lésions de nécrose et d'inflammation et ça doit se réparer. Donc quand ça se répare, il faut du collagène. C'est le collagène qui va réparer donc cette nécrose et ça va donner de la fibrose. Donc si vous voulez, la fibrose, c'est une accumulation de collagène. Et plus vous êtes agressé, donc chaque fois que vous êtes agressé, au fur et à mesure de l'hépatite chronique, vous allez aller vers la cirrhose. Et si vous avez la cirrhose, vous avez des lésions, donc ils vont changer de morphologie, de phénotype. Donc les cellules changent de phénotype et elles vont donner un cancer du foie. Donc, c'est très important de faire des diagnostics d'hépatite chronique ou même d'hépatite aiguë pour savoir quels sont les patients qui vont aller vers la chronicité. Et bien sûr, c'est la biopsie. Le diagnostic, c'est la biopsie. On a dit dans une hépatite aiguë, ce n'est pas la peine de faire la biopsie. Alors, depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, même plus, on a des méthodes alternatives à la biopsie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer de la biopsie pour faire le diagnostic? Oui, on le verra tout à l'heure avec un outil magique, entre guillemets, l'élasticité au niveau du foie. Il ne remplace pas la biopsie à 100% puisqu'il a été comparé à la biopsie, mais il permet d'éviter la biopsie, on le verra dans quel cas. C'est ce qu'on appelle les méthodes alternatives, puisque la biopsie, elle a un risque de mortalité qui est très très faible, qui est exceptionnel, elle a des risques de complications, hémorragie, douleur, mais ça reste exceptionnel
Donc, on essaie de faire de la médecine moderne et douce. Alors, la clinique, on est déçu parce que la clinique est pauvre. C'est-à-dire qu'on ne pourra faire des dépistages. On le verra tout à l'heure, il faudra faire des dépistages du B, du C pour faire des dépistages de maladies génétiques. Parce que c'est des maladies très silencieuses. Vous allez avoir une asthénie. L'asthénie, vous savez, c'est un signe subjectif. Par exemple, là, je sais, tous ceux qui sont connectés, ils sont fatigués par le ramadan. Donc, je ne pense pas qu'ils aient tous des hépatites chroniques. Et quand il y a des signes de maladie chronique, c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le patient est déjà en cirrhose. C'est-à-dire qu'il a des fièvres, ça y est, il est en cirrhose. Donc, on va essayer surtout de faire beaucoup de dépistage. Alors, la biologie, tout à l'heure, si on compare à l'hépatite aiguë, là, la cytolyse est moins importante. C'est 5, 3, 2 fois la normale. Des fois, pas elle témoigne de l'activité de la maladie. Alors, si vous avez des stigmates de maladie chronique du foie, khlas, c'est-à-dire on va dire que le patient est déjà en cirrhose. Si vous avez une hépatomégalie arbre inférieur tranchant, on ne peut plus parler d'hépatite chronique. S'il y a de l'hypertension portale également, donc il y a des stigmates, c'est fini. Alors, les étiologies, vous voyez, on n'a pas des masses, il y a 5 groupes d'étiologie. 5 groupes, et on verra demain dans les cirrhoses, il y a plus d'étiologie. Alors, les causes virales, vous avez le virus B, qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on a dit 10% des malades peuvent aller à la chronicité. Ah, qu'est-ce que vous voyez? Il y a sauvage et mutant. Ça veut dire qu'il y a 2 types de virus B. Ça veut dire que dans l'hépatite aiguë, je n'ai pas parlé de mutant. Donc, la mutation vient après, dans la chronicité. Donc, si vous voulez, dans l'hépatite, pourquoi? Parce que le virus va muter avec le temps. Pourquoi il mute? Parce qu'il veut échapper au système immunitaire. Donc, il fait une mutation. Et généralement, la mutation se fait sur la protéine HBE. Il ne fabrique plus la protéine HBE. Vous avez le virus C, ça c'est attendu, puisque je vous ai dit tout à l'heure que 80% vont évoluer vers la chronicité. 80%. L'hépatite chronique auto-immune, on verra, c'est une maladie plus féminine, d'accord, plus féminine. L'hépatite médicamenteuse, on verra aussi, il y a beaucoup de médicaments qui sont incriminés, surtout maintenant avec la polymédication et l'automédication. Vous avez les causes génétiques, la maladie de Wilson, qui est la surcharge en cuivre. Donc, ces 2 causes héréditaires, c'est des causes pédiatriques. C'est des patients qu'on voit très rarement chez les adultes, sauf si c'est des familles qu'on suit après la pédiatrie. D'accord? Et quand on trouve aucune cause, on parle de cryptogénétique, c'est-à-dire sans cause évidente. Donc voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas d'alcool, alors qu'on va le voir demain dans les cirrhoses alcooliques. Il n'y a pas la NASH, donc celle qui est la maladie de l'obésité. Pourquoi? Parce que ces 2 maladies ne passent pas par l'hépatite chronique. Ils passent par la stéatohépatite. Donc, ils ont un chemin différent. Alors, comme tout à l'heure, les 5 marqueurs que vous connaissez, les zones de haute et de basse prévalence. Donc, pour ne pas me répéter, donc je vais passer rapidement. En vous montrant la carte de l'Algérie avec les zones de haute prévalence. Alors, il faut savoir qu'il y a des génotypes dans le virus B, mais qui n'ont pas d'importance pour le diagnostic, mais peuvent avoir une importance pour la thérapeutique. Alors, on a 8 génotypes de AAH, d'accord? Et en Algérie, on a surtout du génotype D, dans plus de 90%. Ça, c'est démontré par des études locales, une de Khalifa à Constantine et une de Bourari, ici à Mustapha à Alger. Ce qui est important, c'est-à-dire que le virus D, il ne faut pas lui donner, le virus B,
ne répond pas à l'interféron, parce qu'on verra qu'on peut donner de l'interféron dans l'hépatite chronique B. On a vu qu'on le donne dans l'hépatite D, mais on peut le donner dans l'hépatite B. Mais il est inutile de le donner chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons du génotype D. Et le génotype D ne répond pas à l'interféron. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réplication virale, vous stimulez la réponse immune, et la réponse immune va essayer de négativer la charge virale. Donc, vous voulez, c'est la bagarre entre le virus et le système immunitaire. Et donc, on va voir qui va emporter la bataille. Alors, bien sûr, à chaque fois que vous êtes agressé, donc il y a une réponse, une réaction inflammatoire, il y a de l'activité histologique, et on a dit il faut que ça cicatrise. L'inflammation et la nécrose doivent cicatriser. Il va y avoir de la fibrose. Et selon la quantité de fibrose ou selon l'accumulation de fibrose, vous allez avoir peu de fibrose, c'est des hépatites minimes, ou si vous avez énormément de fibrose, vous êtes dans la cirrhose. C'est ce qui est différent, qui a un pronostic totalement différent. Alors, dans le virus B chronique, donc c'est un patient qui n'a pas guéri de l'hépatite B, qui est parti à la chronicité. Alors, il va évoluer généralement en 4 phases. Il a 4 phases d'évolution. Il a une phase d'immunotolérance, il a une phase immunoactive, il a une phase inactive et il a une phase de réactivation. Alors, pour le mettre dans une des 4 phases, je dois quand même avoir des outils. Je ne peux pas dire tel patient est immunotolérant, tel patient est immunoactif, le portage inactif. Tout à l'heure, on m'a posé la question sur le portage inactif en avance. Et quel est le patient qui réactive? Donc tout ça, pour le mettre en évidence, il me faut des outils. Les outils sont très simples. Il me faut le taux de transaminase. Donc ALAT, important. Deuxièmement, il me faut la sérologie. Donc l'antigène HBS, l'antigène HBE. Il me faut aussi la charge virale. Donc 3 éléments. Si je n'ai pas ces 3 éléments, je ne peux pas classer le patient. C'est impossible de le classer. Alors l'immunotolérant, c'est la première case, il est antigène HBE positif. Ça veut dire qu'il réplique. Il a une charge virale très élevée, qui arrive les 10 puissance 12 log. Il a des transaminases normales. Et si je m'amuse à lui faire une biopsie du foie, je ne vais rien trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a une tolérance entre le virus et le système immunitaire. C'est le cas des enfants qui ont été infectés par la maman. Si vous prenez les enfants qui ont été infectés par les mamans, ils sont en infection chronique, mais ils n'ont pas de lésion au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle l'immunotolérance. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est immature, il ne peut pas se débarrasser encore du virus. Donc ça, c'est le premier cas. Premier cas, c'est le nouveau-né, donc infecté par la maman, à qui on n'a pas fait les mesures préventives, qui va devenir un immunotolérant. Il a un antigène HBE positif, bien sûr, antigène HBS positif, et antigène HBE positif, il a une charge virale très élevée et il n'a pas de lésion histologique. Bien sûr, ce nouveau-né va grandir, il va devenir grand enfant, adolescent, il va vouloir se débarrasser du virus. Il va vouloir se débarrasser du virus, donc le système immunitaire va rentrer en action pour se débarrasser des hépatocytes qui ont de l'antigène HBS, donc des hépatocytes infectés. Donc c'est la phase immunoactive. Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours antigène HBE positif, il a toujours de la charge virale, mais moins que tout à l'heure, il descend jusqu'à 10 puissance 3, donc à 2000. Et si je fais la biopsie, je peux trouver de l'hépatite chronique et de la cirrhose. Voilà. Pourquoi je dis cirrhose? Parce que c'est
une maladie dynamique. C'est-à-dire, il peut redevenir inactif et réactiver plus tard. Donc, il peut faire les 4 phases et revenir à une réactivation. Donc, ensuite, après cette phase immunoactive, il devient ce qu'on appelle un porteur inactif. C'est ce qu'on appelle le porteur sain. On l'a appelé porteur sain, mais on ne l'appelle plus porteur sain parce qu'il peut réactiver. Alors, quand il est inactif, il a de l'antigène HBE négatif. Il n'a plus de charge virale, elle est inférieure à 2000, et il est en rémission. Il est en rémission, il y a peu ou très peu de lésions histologiques. Ensuite, il va réactiver. Donc, il peut réactiver à l'occasion d'une immunodépression. C'est là qu'intervient le mutant. Pourquoi? Parce qu'il veut échapper au système immunitaire. Donc, il ne va plus fabriquer la protéine antigène HBE, il va être antigène HBE négatif, mais il aura une charge virale qui est élevée et des transaminases élevées. C'est ce qu'on appelle le VHB mutant. Donc, avec le temps, il va muter. Donc, c'est très simple. Je répète. Donc, j'ai 4 cas de figure quand j'ai une infection chronique. 4 cas, ou 4, si vous voulez, 4 possibilités. Mais pour classer le malade, je dois avoir 3 éléments. Je dois avoir l'antigène HBS et l'antigène HBE. Donc, je dois avoir les transaminases plus la charge virale. C'est ce qu'on appelle le tiercé gagnant. Donc, je dois avoir ces 3 éléments. Si je suis devant un nouveau-né ou un enfant qui est antigène HBE positif avec une charge virale très élevée, si je conteste sa maman qui l'a infecté, transaminase normale, c'est une immunotolérance. Cet enfant va grandir, et j'ai dit, il va faire une rupture de tolérance. Donc, il va faire une rupture de tolérance, il va être dans l'immunoactivité, il va il va essayer de se débarrasser du virus. La charge virale va rester élevée moins que dans l'immunotolérance et les transaminases sont élevées. Ensuite vient la phase inactive. Alors, la phase inactive, c'est 2 tiers des malades. 2 tiers des malades de la consulte sont des inactifs. C'est-à-dire, ils ont l'antigène HBS, antigène HBE négatif, charge virale faible, inférieure à 2000, et peu ou très peu de lésions histologiques. Et à l'occasion d'une immunodépression, il peut réactiver. Comment je vais le savoir? Souvent, c'est un mutant, antigène HBE négatif. Alors, à ce moment-là, c'est la charge virale qui va faire le diagnostic, parce que je vais avoir plus de 2000 unités. Et les transaminases seront élevées. En fait, j'aurai 2 indications de traitement. Je ne traite pas l'immunotolérant et je ne traite pas l'inactif. On traite que l'immunoactivité et la réactivation. Suivez bien le schéma. Là où il y a de la cytolyse et de la charge virale, je vais traiter. Cytolyse, charge virale, je traite. Cytolyse, charge virale, je traite. Pas de cytolyse, charge virale est actif. Pas de charge virale, pas de cytolyse, je ne traite pas. Donc voilà les 2 cas de figure où je traite l'immunoactivité et la réactivation. Et il me faut les 3 éléments pour raisonner. Je ne peux pas, si je vous donne que l'antigène HBS, vous ne pouvez pas classer le malade. So, transaminase, ALAT, il me faut antigène HBS, antigène HBE et la charge virale. Donc ça, vous allez le trouver également dans le guide national qui explique aussi ce que je viens de dire sur le schéma, vous allez le trouver. Alors ça, c'est pour vous parler juste du VHB mutant, pour vous dire qu'il ne fabrique plus l'antigène HBE parce qu'il y a une mutation. Mais je peux m'en apercevoir grâce à la charge virale. Si la charge virale est élevée, ça veut dire qu'il a muté et que c'est un virus. Alors, sur le plan, je vous ai dit tout à l'heure que la définition était histologique. J'ai dit, je vais traiter les hépatites chroniques. Je ne vais pas traiter un immunotolérant ou quelqu'un qui est inactif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de lésion histologique. Je vais traiter les lésions histologiques. Alors, je vous fais un bref rappel
pour vous dire que sur une biopsie hépatique, ce qui est important à voir, c'est les espaces portes. Alors, je vous rappelle, l'espace porte est composé d'une triade qui sont le canalicule biliaire, la vénule porte et l'artère hépatique. C'est ça l'espace porte. Et contre l'espace porte qu'on appelle la lame bordante. Et vous savez que à travers les hépatocytes, vous n'avez plus de vaisseaux propres. Donc les gros vaisseaux, c'est les sinusoïdes qui vont permettre les échanges entre les différents hépatocytes et les canalicules biliaires. Alors, pour dire qu'une ponction biopsie hépatique est de bonne qualité, il faut au moins 12 espaces portes. Et on utilise le score de Métavir. Alors, le score de Métavir, vous verrez ça au cours d'Anapat. Je vais essayer de vous faciliter la tâche. Donc, le score de Métavir permet de classer les patients avec leur fibrose. Quand il n'y a pas de fibrose, on dit qu'il est F0, zéro fibrose. Quand il y a peu de fibrose, ici, c'est le F1. Alors, ce qui est coloré en rouge, ce sont les espaces portes. Et vous reconnaissez la veine, comme je vous ai dit, l'espace porte, le canalicule et l'artérialité. Alors, on ne traite pas les F0, F1, on traite à partir de F2 quand il y a des lésions significatives avec de la fibrose. La fibrose est également colorée en rouge. Et vous avez le F3 qui est le stade pré-cirrhotique. Pourquoi? Parce qu'il y a un début de nodularisation. Et le F4, c'est le nodule de régénération. Donc voilà comment on utilise, on traite à partir de F2. On ne traite pas F0, F1. Et je vous ai parlé des lésions inflammatoires. C'est ce qu'on appelle l'activité. L'activité, quand il n'y a pas d'activité, elle est absente. Quand elle est A1, elle est minime. Quand elle est A2, elle est modérée. Et quand elle est A3, elle est sévère. Donc, on traite à partir de A2, F2, les hépatites B. Alors, on peut utiliser, j'ai dit tout à l'heure en introduction, entre guillemets, magique, qui est le fibroscan, qui permet de mesurer l'élasticité au niveau du foie. Alors, je vois qu'il y a qui écoutait, après je prendrai les questions sans problème, d'accord? Monsieur Bédiaf, il faut être patient. Alors, on mesure l'élasticité hépatique. On a deux cas de figure. Les transaminases sont normales, les transaminases sont élevées. Alors, ce qui est important, l'élasticité est mesurée en kilopascal. Le foie est un organe élastique, c'est une éponge, c'est un organe élastique. Donc, on a eu l'idée de mesurer cette élasticité. Je pourrais vous expliquer l'histoire quand on fera le TD. Donc, on mesure cette élasticité du foie par un appareil qu'on met, pardon, je vais voir si j'ai pas pris d'image, mais je vous montrerai demain des images. Donc, on prend, on fait comme une biopsie du foie. Donc, on met sur l'espace intercostal, extrémité au niveau du tube, qui va donner un coup sur l'air hépatique, et le logiciel va calculer l'élasticité hépatique. Alors, cette élasticité est exprimée en kPa, donc en kilo. On dit qu'il n'y a pas de fibrose, et quand elle est supérieure à 9 kPa, on dit qu'il y a une fibrose sévère, voire une cirrhose, chez les patients qui ont des transaminases normales. Chez les patients qui ont des transaminases élevées, mais inférieures bien sûr à 5 fois la normale, parce qu'on est dans une hépatite chronique, inférieure à 6, même raisonnement. Pas de fibrose. Vous pouvez rassurer le patient. Quand c'est supérieur à 12, il y a une fibrose sévère ou une cirrhose. Et les zones qui sont entre 6 et 9 et 6 et 12, c'est ce qu'on appelle la zone grise. Dans la zone grise, il faut faire la biopsie. Donc, on peut se passer, donc vous voyez que grâce au fibroscan, on peut se passer de la biopsie, donc dans la phase 2 et la phase 4, comme je dis tout à l'heure, en cas de phase immunoactive et de phase de réactivation, je peux faire le fibroscan. Si je vois
qu'il est inférieur à 6 kPa, je peux rassurer le malade. Si je vois qu'il est supérieur à 9 avec des transaminases normales, je vais lui dire attention, vous avez une hépatite chronique ou une cirrhose. Et s'il a des transaminases élevées, je peux dire attention, au-delà de 12 kPa, vous avez une fibrose sévère, une hépatite chronique ou une cirrhose. Donc je peux me passer comme ça de la biopsie et traiter. Mais dans les zones grises, vous voyez sur l'algorithme, gray area, donc zone grise in English, vous voyez qu'il faut faire la biopsie si ça peut influencer, bien sûr, la prise en charge. C'est-à-dire que vous allez lui donner un traitement après, si vous n'allez plus de faire la biopsie. Alors, les patients, tous les patients qui ont une hépatite chronique antigène HBE positif ou négatif, ça, c'est les recommandations nationales. Je vais vous les donner une par une. Tout patient qui a une hépatite chronique antigène HBE positif ou négatif, c'est-à-dire le mutant, s'il a une cytolyse supérieure à 2 fois la normale, chez nous, c'est 40. Le taux normal, c'est 40, mais il faut faire attention au taux normal du laboratoire. En l'absence d'une autre cause, par exemple l'alcool ou le médicament, et qu'il a une charge virale supérieure à 20 000 unités dans l'antigène HBE positif ou supérieure à 2 000 unités dans l'antigène HBE négatif, on peut le traiter directement sans faire la biopsie. Mais on peut faire un fibroscan. La cirrhose, on la traite, quel que soit le taux d'ADN. Dès que l'ADN est détectable, c'est-à-dire la charge virale est détectable, on doit traiter la cirrhose. Maintenant, vous avez les cas limites. Quand vous avez, par exemple, des alates qui ne sont pas 2 fois la normale, mais à la limite supérieure, un ADN du VHB supérieur à 20 000 et supérieur à 2 000, là, il vaut mieux faire une biopsie. On fait une biopsie, et s'il est supérieur ou égal à A2F2, comme on a dit tout à l'heure, on va le traiter. Maintenant, quand il est porteur inactif, il y a des porteurs inactifs qui ont des lésions histologiques, ça existe. On peut les dépister par le fibroscan, mais il faut faire la biopsie. C'est-à-dire par le fibroscan, généralement, ils seront supérieurs à 7 kPa. Mais il faudra faire la biopsie pour le confirmer et leur donner un traitement. On ne traite pas donc les immunotolérants, on ne les traite pas, sauf s'ils ont plus de 30 ans, ils ont des charges virales élevées, ils ont des antécédents familiaux de cirrhose ou de carcinome hépatocellulaire. Là, il faut traiter ce type de patient. Alors, pour le virus C, on en a parlé tout à l'heure, le diagnostic d'hépatite aiguë est difficile. Mais pour le diagnostic d'hépatite chronique, on va faire beaucoup de diagnostics parce qu'il y a 80% de chronicité. Donc, je répète, les zones, c'est à l'est, Alger, Tissemsilt, Oran et Sidi Bel Abbas. Alors, il y a des génotypes du virus, mais on ne les utilise plus. Pourquoi? Parce que le traitement est pangénotypique. C'est-à-dire, on vous a dit tout à l'heure, le traitement est fabriqué en Algérie, sofosbuvir, daclatazivir, et il marche sur tous les génotypes. Avant, on était obligé, selon chaque génotype, traiter un traitement. Alors, je vous rappelle, en Algérie, le génotype le plus fréquent, c'est le génotype A. Alors, je fais la sérologie, anticorps anti-VHC. Ce n'est pas comme tout à l'heure, l'hépatite aiguë, je suis obligé de faire la charge virale. Je fais d'abord la sérologie. Elle est négative, c'est bon. Il n'a pas rencontré de virus. Sauf immunodéprimé, greffé, dialysé, je ferai la PCR. S'il est positif, je fais la PCR. Pourquoi? Parce qu'elle peut être négative dans 20% des cas. C'est-à-dire, ça peut être une infection aiguë guérie. Comme je l'ai dit, 20%, elle peut être une infection aiguë guérie. Donc, dans 80% des cas, elle sera positive. Le génotypage, ce n'est pas la peine. En Algérie, c'est le génotype 1. Il n'est pas nécessaire puisque le traitement est pangénotypique. Et là, je peux faire le fibroscan. Ça me suffit. Pourquoi? Parce que le traitement est efficace dans 99% des cas. Il faudra juste que je fasse les diagnostics de cirrhose. Il faudra être sûr d'éliminer une cirrhose ou ce qu'on appelle une hépatite chronique
avancée. Une hépatite chronique avancée, c'est un stade pré-cirrhotique, juste avant la cirrhose, ou si vous voulez, c'est une cirrhose légère. Et ça, grâce au fibroscan, quand il est supérieur à 15 kPa, je peux faire ce diagnostic. Donc voilà le fibroscan, pardon, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Voilà l'appareil. Et voilà donc la sonde avec son extrémité. Il suffit de donner un coup et on va faire 10 mesures et on va faire ensuite le B inférieur à 6 kPa, même dans le C. Hein. Vous pouvez rassurer le patient, mais si c'est des chiffres hauts, 9, 12, à partir de 9, 10, 11, 12, vous êtes sûr qu'il a une fibrose sévère et à ce moment-là, attention, on n'oublie pas le dépistage du carcinome hépatocellulaire, puisqu'on a dit la cirrhose est un état pré-cancéreux. Voilà, ça c'est les seuils d'élasticité pour le C. Tout à l'heure, je vous avais donné pour la cirrhose dans le B à 9 kPa et 12 kPa. Ici, c'est à peu près entre 9,5 et 14,5. De la même manière, score de Métavir. Alors, je vous ai dit, le diagnostic de verre est important, c'est l'hépatite chronique active, qu'on appelle l'HCAC. Quand vous avez plus de 15 kPa, c'est une cirrhose débutante légère. Voilà. Alors, on va parler des autres causes. Je vais prendre quand même quelques questions avant deux autres étiologies. On fera le traitement. Alors, Kassel, Tiziri, est-ce qu'on fait des greffes ici en Algérie? Oui, donc au CPMC et à Constantine, à l'hôpital militaire. D'accord. Mais on ne fait pas les fulminantes, on fait que les chroniques. Alors, ensuite, est-ce qu'on peut guérir d'une cirrhose? Il faut poser demain. Oui, je te réponds oui. Donc, au sang. Toi, tu dois manger, tu ne dois pas faire le ramadan. Alors, comment peut-on traiter la femme enceinte et ce avec des troubles du rythme si le traitement est contre-indiqué? Alors, le traitement n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte, d'accord? On donne le ténofovir, d'accord? Alors, on donne le ténofovir chez la femme enceinte, on ne donne pas l'antécavir. Il y a deux antiviraux dans le B. Il y a l'antécavir et le ténofovir. L'antécavir est contre-indiqué chez la femme enceinte, mais le ténofovir, on peut le donner. D'ailleurs, on a appris grâce au VIH, parce qu'on a traité déjà des femmes enceintes VIH. Alors, ceux avec des troubles du rythme, c'est une très bonne question. Normalement, on ne peut pas donner le sulfosbuvir avec des troubles du rythme. Donc, on est obligé de prendre un autre antiviral. Donc, généralement, on prend une antiprotéase. C'est un problème parce qu'on n'a pas encore l'antiprotéase en Algérie. Très bonne question. Alors, mode de transmission HVC. Tu dors, tu fais le ramadan beaucoup. Je l'ai dit. J'ai dit c'est une hépatite post-transfusionnelle. D'accord. Maintenant, comme on contrôle le sang, il faut faire attention au nosocomial. Donc, il y a le passage de seringue. Attention, on a beaucoup de toxicomanes maintenant chez nous. Passage de seringue, donc il y a la drogue. Il y a aussi également le tatouage, le piercing. D'accord. Tout ça peut entraîner l'hépatite C. Alors, quand est-ce qu'on fait la PCR dans le VHC? J'ai dit dans l'aigu. Si vous suspectez une aiguë, il ne faut pas faire la sérologie parce qu'elle sera négative. Il faut tout de suite faire la charge virale au 14e ou au 21e jour. Il faut traiter puisque le traitement est efficace dans 99% des cas. Dans la chronique, je fais d'abord la sérologie parce qu'elle peut être négative dans 20%. Ça veut dire qu'il peut être guéri, ou pardon, la sérologie est négative, ça veut dire qu'il n'a pas rencontré le virus C. Maintenant, après, si elle est positive, la sérologie, je fais la PCR parce que je pourrais trouver une PCR négative. D'accord. Sérologie positive, PCR négative, ça veut dire qu'il a fait une aiguille, il est guéri. Voilà. Alors, les manifestations, alors, j'ai fait 2 rappels du vaccin de l'hépatite B. Est-ce que je dois refaire
tout. Il faut faire le taux d'anticorps anti-HBS et tu vois si tu as un titre protecteur, 100 unités internationales ou 10 000 unités internationales. Très bien. Donc alors, il parle du programme national vaccinal. Il y a 4 injections. Est-ce que pour les travailleurs? Non, pour les travailleurs, on garde les 3 injections. D'accord. On garde les 3 injections. C'est une question d'immunité. D'accord. L'adulte est plus immunocompétent que le nouveau-né. Alors, je passe. J'essaie de choisir des questions faciles pour moi. Non, je plaisante. J'essaie de trouver. Alors, s'il vous plaît, alors, on va répéter un peu les 4 phases de l'infection chronique B. Vous avez dit l'immunotolérance chez l'hépatite d'infection chronique B, c'est une maladie dynamique. Il y a 4 phases. Un immunotolérant, ça peut être qu'un bébé, d'accord, un nouveau-né. C'est, par exemple, la maman est infectée. Ou bien tu vas dans les zones de haute prévalence, en Afrique noire ou en Asie du Sud-Est, là où il y a beaucoup de virus B. Donc les mamans sont infectées, on ne fait pas les mesures préventives, il va être immunotolérant. C'est-à-dire qu'il a de l'antigène HBE positif, il a une charge virale élevée, il n'a pas de lésion histologique. Pourquoi? Parce qu'il y a une tolérance entre le virus et l'hôte. C'est-à-dire que la charge virale, pourquoi la charge virale est très élevée? Elle est à 10 puissance 12. Pourquoi? Parce que le système immunitaire n'intervient pas. Donc, il est immature. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lésions histologiques. Les lésions histologiques vont venir à la phase immunoactive. Quand l'enfant va grandir, il va avoir un système immunitaire qui se développe, il va essayer de se débarrasser il essaye parce qu'on ne guérit pas de l'hépatite B. Il va essayer de se débarrasser. C'est comme ça qu'il va faire des lésions histologiques, parce que chaque fois le virus va attaquer les hépatocytes et le système immunitaire se débarrasse des hépatocytes infectés. Donc lésions nécrotico-inflammatoires, fibrose. Ensuite, c'est la phase inactive. Phase inactive, j'ai dit, c'est 2 tiers des malades de la consulte. La charge virale est inférieure à 2000. Ensuite, 2 tiers des malades sont inactifs chez nous. Et c'est des virus, donc, mutants chez nous. Réactivation, c'est là qui fait la mutation, généralement. Pourquoi? Parce qu'il va essayer d'échapper au système. La polymérase va essayer de le faire échapper au système immunitaire. D'accord? Mais généralement, il n'échappe pas au système immunitaire, puisque le virus, il continue à se multiplier. Et donc, j'ai dit, on traite 2 phases. On traite l'immunoactif et la réactivation. Voilà. Et selon le schéma national. Donc, 4 phases. Mais il faut que tu aies les 3 éléments. Il faut que tu aies la sérologie, il faut que tu aies les transaminases et il faut que tu aies la charge virale. Sinon, tu ne peux pas raisonner. C'est impossible de raisonner. Alors, comment peut-on classer le virus mutant vu qu'il ne produit pas d'antigène HBE? Très bien. Donc, j'ai dit, il y a le virus sauvage, il fabrique l'antigène HBE. Le virus mutant ne fabrique pas. Comment tu peux t'en apercevoir? C'est parce qu'il a la charge virale. Parce que si tu ne trouves pas de charge virale, ça peut être un sauvage qui s'est arrêté de répliquer. Mais si tu trouves de la charge virale avec de l'antigène HBE négatif, ça veut dire qu'il a muté, puisqu'il continue à se multiplier malgré un antigène HBE négatif. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, est-ce que toujours une hépatite chronique évolue vers la cirrhose? Non, c'est une bonne question. C'est pour ça que j'ai dit, bon, le dépistage est important. Si je trouve par exemple du virus B ou du virus C dans une famille ou dans une population à risque, il faut que je fasse le dépistage, il faut que je cherche la cirrhose et l'hépatite chronique. Pourquoi? Parce qu'on va dire, dans pratiquement 2 tiers des cas, ça va être des hépatites minimes à modérées. 1 tiers des malades vont aller vers là. Et ce n'est pas toutes les cirrhoses qui vont aller au cancer
du foie. On aura à peu près une incidence du cancer de 3 à 5% par an. Donc 3 à 5 cirrhotiques sur 100 par an vont faire un carcinome hépatocellulaire. Oui, alors l'immunité, oui, l'immunité post-B ou vaccinale, oui, généralement elle est définitive, mais j'ai dit attention, à l'occasion d'une chimiothérapie, on peut réactiver ou d'une immunosuppression, on peut réactiver le virus. Très bien. Alors, je vais prendre encore une dernière question et on va attaquer le reste. Alors, il y a toujours les questions sur le VHD. Écoutez, je ne vois pas pourquoi vous mélangez la tête. Je vous dis, la sérologie D, anticorps anti-VHD, permet un dépistage. Mais je ne peux pas dire que le patient est en infection active. C'est la PCR qui va dire qu'il est en infection active. D'accord. Maintenant, il est anticorps D positif, PCR négatif, classe. Ça veut dire qu'il n'a pas d'infection D. Maintenant, c'est clair, il a une infection D. Maintenant qu'il soit IgM en infection chronique, je vous ai expliqué, c'est une exception. Pour le VHD, la protéine IgM a une durée de vie plus longue. C'est pour ça qu'on peut la trouver positive dans la chronicité. Mais ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Alors, très bien. Alors voilà, on va passer maintenant aux autres étiologies. On a vu les étiologies virales. Alors, l'hépatite auto-immune, j'ai dit tout à l'heure, hépatite de la femme, il y a des manifestations auto-immunes. Par exemple, des arthralgies, une anémie. Ça, c'est des manifestations auto-immunes. Attention, des fois, la cytolyse, c'est comme dans une hépatite aiguë. Ça peut monter à 10 fois la normale. Il y a une hypergamma. Ça, c'est important. 30 grammes par litre. Elle est sur les IgG. Donc, vous avez un pic d'immunoglobuline G avec une hypergamma à 30. Et on fait donc la sérologie d'auto-immunité. Alors, je m'explique. Le mécanisme, c'est quoi? C'est anticorps hépatiques qui vont attaquer vos cellules hépatiques. Donc, c'est qui attaque, c'est votre soi, donc votre immunité, qui attaque votre cellule hépatique. Et on a deux types d'hépatite auto-immune. La plus fréquente chez l'adulte, c'est la classique, c'est anticorps antinucléaires positifs et antimuscle lisse de type actine positif. C'est la type 1. La type 2, vous allez la retrouver essentiellement chez les enfants. C'est une hépatite pédiatrique. Alors, ce qui est important, il y a ce qu'on appelle l'hépatite d'interface. C'est-à-dire que vous avez un infiltrat inflammatoire très, très important, lymphoplasmocytaire. Lymphoplasmocytaire, qui n'est pas caractéristique, qui n'est pas pathognomonique de la charie, c'est-à-dire, mais quand on le trouve, c'est un faisceau d'arguments. C'est une femme, elle a des transaminases élevées, elle a une hypergamma, elle a des anticorps antinucléaires, on trouve un infiltrat inflammatoire. C'est une hépatite auto-immune. Très bien, traitement corticoïde. Hépatite médicamenteuse. On a dit qu'il y a deux types. Tout à l'heure, la collègue qui avait posé la question sur les mécanismes, j'ai dit il y a la toxicité directe qu'on appelle dose dépendante, d'accord, qui est prévisible, par exemple le paracétamol, et vous avez l'imprévisible, c'est celle qui fait intervenir des mécanismes immunitaires. Elle n'est pas dépendante de la dose. C'est la pharmacogénétique, c'est-à-dire tout dépend de votre pharmacogénétique. C'est-à-dire une faible dose peut vous donner donc une hépatite.
Alors, il y a un listing de médicaments, mais on va parler surtout, faites attention aux antituberculeux, au méthotrexate qui est utilisé aussi dans les polyarthrites rhumatoïdes, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, cela peuvent donner donc des hépatites chroniques. Alors, on retrouve des éosinophiles. Donc, c'est à la biopsie, comme c'est des médicaments, réaction immunoallergique, on va retrouver des éosinophiles. La maladie de Wilson, pédiatrique, on a dit, déficit en alpha-antitrypsine. Alors, vous avez ce qu'on appelle, donc d'abord, c'est une affection rare, c'est une maladie orpheline. Donc, attention, dans les familles où on trouve donc une cirrhose à un âge jeune, attention, il faut penser à la maladie de Wilson. Vous avez donc le cuivre qui va s'accumuler. Donc, il y a un défaut d'excrétion biliaire du cuivre. Il va s'accumuler dans le foie. Il ne va pas être excrété. Et quand les capacités de stockage du foie seront dépassées, le cuivre va passer dans la circulation générale et il va entraîner des manifestations extra-hépatiques. Et parmi ces manifestations extra-hépatiques, vous avez l'anneau vert cornéen de Kaiser-Fleischer. On retrouve aussi d'autres manifestations, comme une néphropathie, les troubles neurologiques, le retard scolaire, par exemple, la dyslexie, l'enfant qui écrit mal. On fait le test, on peut faire écrire l'enfant, et on fait bien sûr le bilan cuprique. La céruloplasmine est basse, c'est la protéine transportrice du cuivre, elle est très très basse, et la cuprurie est augmentée. Et on va chercher à l'histologie les corps de Mallory, et la stéatose, on peut doser aussi le cuivre intrahépatique. Le déficit en alpha-antitrypsine, on va trouver des globules PAS positifs à l'histologie. Alors généralement, c'est des enfants qui ont une cholestase et un emphysème. Pourquoi? Parce que l'alpha-antitrypsine est une protéine importante dans la fabrication du liquide qu'on a sur la plèvre. Et c'est pour ça que c'est pas faire, si vous voulez, un emphysème et aussi une insuffisance hépatique. Alors, le traitement, on l'a déjà vu pour certaines, ça va être plus facile. Juste pour j'ai dit, pour l'hépatique chronique auto-immune, c'est les corticoïdes et les immunosuppresseurs. L'hépatite médicamenteuse, il faut arrêter le médicament incriminé. Et pour les causes métaboliques, la maladie de Wilson, on donne un traitement qui va éliminer le cuivre. Il faut faire le diagnostic précoce, parce que si l'enfant arrive au stade de cirrhose ou au stade avancé, ça sera la greffe. Malheureusement, pour le déficit en alpha-antitrypsine, il n'y a pas de traitement, mais si l'évolution va vers la forme hépatique avec insuffisance hépatique, ça sera la greffe hépatique. Alors, pour le traitement, je vais passer rapidement. Il y a deux types de traitements pour l'hépatite B, l'interféron et les antiviraux. L'interféron, j'ai dit, on a du génotype D, c'est pas la peine. Il ne va pas marcher. D'accord? Il ne va pas marcher. On utilise surtout les antiviraux, l'entecavir et le tenofovir. Donc, on a vu tout à l'heure quels sont les patients à traiter, avec ou sans PBF. Les cirrhoses doivent être toutes traitées dès que le DNA est détectable. Alors, je passe sur l'hépatite E. Alors, pour l'hépatite C, on a dit que c'est le sofosbuvir daclatasvir, comme pour l'hépatite aiguë, sauf ici, pour la cirrhose, on va mettre 24 semaines de traitement. Et pour l'hépatite chronique, c'est comme l'hépatite aiguë, c'est 12 semaines de traitement. Je vous ai parlé tout à l'heure des traitements. J'ai dit qu'il y a des inhibiteurs des protéases, de polymérase et de la NS5A. Donc, on suit le cycle du virus dans l'hépatocyte. On a dit que les médicaments fabriqués chez nous sont le sofosbuvir et le daclatasvir. Alors, ça marche très bien parce que ça, c'est une étude dans laquelle on a participé, une étude mondiale avec les génériques algériens. Et vous voyez que ça donne de bons résultats, jusqu'à 98% de résultats. Donc, le générique est un bon traitement pour l'hépatite C en Algérie, made in Algeria. Alors, j'ai dit que dans l'hépatite C, il faut bien faire le diagnostic d'hépatite chronique active
compensée grâce au fibroscan à 15 kPa. On peut faire le diagnostic. Et comme je viens de vous dire maintenant, 24 semaines de traitement pour la cirrhose et 12 semaines pour s'il n'y a pas de cirrhose. D'accord? Et on fait la charge virale 12 semaines après l'arrêt du traitement. Ce n'est pas la peine de faire le génotype. On le fait s'il y a un échec au traitement. Dans l'insuffisance rénale chronique, on peut traiter par sofosbuvir, daclatasvir, un comprimé 3 fois par semaine, et le daclatasvir, un comprimé par jour pendant 12 semaines. Si on n'a pas, s'il y a un échec, à ce moment-là, on va utiliser d'autres molécules qui sont le velpatasvir et le voxilaprevir avec le sofosbuvir qui ne sont pas encore disponibles en Algérie. Alors, pour conclure, on va dire que le dépistage, du VHB et du VHC est important, surtout dans les groupes à risque. Il ne faut pas hésiter à dépister. Les viraux entecavir, tenofovir dans le VHB entraînent une suppression de la charge virale. Donc, c'est des bons traitements, mais ils n'entraînent pas une guérison comme dans le C. D'accord? Ils n'entraînent pas une guérison. Ils entraînent une suppression de la charge virale. Et les antiviraux directs anti-95% des cas. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Alors, je vais prendre quand même quelques questions. Je vois que le nombre de participants a diminué parce qu'il y en a qui vont faire la shorba. Donc moi, aujourd'hui, je ne suis pas de shorba, donc je suis tranquille. Donc, je vais prendre quelques questions pour ceux qui sont restés. Alors, on va prendre les questions. Alors, très bien. SVP docteur, question, qu'est-ce qu'on fait? Salut Karim. Je suis là, je n'ai pas quitté. Oui, oui, très bien. Tu as bien suivi, tu n'as pas de questions. Ah, ben si, j'en ai beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, docteur, traitement, qu'est-ce qu'on fait pour le cardiopathe et troubles de la conduction? Donc, très bonne question. Alors, c'est vrai, on ne peut pas donner le sofosbuvir, hein, c'est clair. Hein, quand il y a une cardiopathie, trouble de la conduction, et on va aller sur une antiprotéase. Hein. Mais j'ai dit, ces traitements ne sont pas encore disponibles en Algérie. Mais je pense qu'ils vont être enregistrés incessamment. Karim, je t'écoute si tu as une question en attendant que je vois d'autres questions. Il y a d'autres questions, il y en a beaucoup. Oui, oui, il y en a. Mécanisme de survenue paracétamol, hépatite paracétamol. J'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit il y a deux types de mécanismes dans les hépatites médicamenteuses. Il y a l'hépatotoxicité directe qu'on appelle prévisible, qui est dose dépendante et qui va donner une hépatite surtout cytolytique. C'est le cas du paracétamol. C'est-à-dire plus vous prenez, plus la toxicité directe va être importante. Et il y a la toxicité imprévisible, idiosyncrasique, ou immunoallergique, ça veut dire qu'elle est sous-tendue par des mécanismes immunitaires et de pharmacogénétique. Pourquoi je dis pharmacogénétique? Par exemple, je donne ce traitement au docteur Layada, je donne un antituberculeux, il ne va pas faire d'hépatite fulminante. Moi, je prends l'antituberculeux, je vais faire une hépatite fulminante. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le même métabolisme génétique de nos médicaments. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la forme immunoallergique, c'est-à-dire elle survient chez certains et pas d'autres. Mais je pense que vous avez un cours sur les hépatites médicamenteuses. Exact. Oui. Est-ce qu'on fait un rappel pour la vaccination pour l'hépatite B à 10 ans? Alors, normalement, non. Au début, dans les années 80-90, on disait qu'il faut faire un rappel et on sait que les lymphocytes T ont une mémoire immunitaire, donc on peut se passer du rappel. Voilà, on peut se passer du rappel.
Mais il faut, en tant que professionnel de la santé, il faut vérifier le taux des anticorps anti-HBS pour voir si vous êtes à un taux protecteur. Qui doit être à combien? Alors, il y a deux techniques. Il y a la technique du milliunité, c'est 10 milliunités internationales, et sans les milli, c'est 100 unités internationales. Donc, je ne suis pas protégé. Moi, j'ai 40 40 milli ou 40 unités? unités. Unité, tu dois faire une injection de rappel, elle suffit. Une injection de rappel, c'est suffisant. Bon, les différents tests qui remplacent la PBH, ça sera pour demain, je crois. On peut. Salut, Jamal. Il n'a pas de micro. Ah, salut, très bien. Alors, je t'ai dit, pour les tests, on en a parlé maintenant. J'ai insisté surtout sur le fibroscan parce qu'il est validé chez nous, il est gratuit aussi. Tu sais que pour les autres tests, le fibrotest, c'est un examen sanguin qui permet de classer la fibrose également, mais qui reste payant, qui se fait en médecine de ville. Mais je pense que le fibroscan est plus facile d'utilisation et il est répétitif, hein, c'est comme une échographie, donc il ne pose pas de problème. Et ce qu'ils doivent retenir, c'est que ces méthodes non invasives, elles sont intéressantes dans les extrêmes. C'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de la zone grise. Quand vous avez une zone grise, dans le B, dans le virus B, il faut faire la biopsie. Mais quand vous n'êtes pas en zone grise, vous pouvez vous contenter du résultat. Dans le C, on prend tous les résultats. Il faut juste être sûr que le patient n'a pas de cirrhose. Pourquoi cette différence entre le B et le C? Parce que dans le B, je parle des chroniques, dans le B, le traitement entraîne une suppression de la charge virale, mais pas une guérison. Par contre, dans le C, il entraîne une guérison de l'infection. Voilà, de l'infection. C'est pour ça que la conduite à tenir est un petit peu nuancée. Un petit peu nuancée. Chez un patient atteint de Mickey sous anti-TNF, hépatite B chronique, est-ce que le schéma thérapeutique change? Non, il doit continuer son traitement immunomodulateur et s'il a une indication du traitement, bien sûr, je suppose que ce traitement, que le patient est sous tenofovir, il doit continuer son traitement. Maintenant, si on découvre l'antigène HBS, et avant le traitement anti-TNF-alpha, il faut qu'on le mette sous antiviraux. Voilà, il faut qu'il soit sous antiviraux. Généralement, nous, on a opté en Algérie pour le tenofovir. Alors, il y a Sophia Guerni qui repose la même question sur les 4 phases. Donc, ça ne fait rien, c'est bien de répéter. Alors, elle dit, pour classer le patient dans l'infection chronique, vous avez dit charge virale, transaminase. C'est quoi la troisième condition? J'ai dit sérologie. On fait l'antigène HBS, l'antigène HBE, donc ça c'est la sérologie, les transaminases et la charge virale. Vous devez avoir ces 3 éléments pour classer le patient. Ce n'est pas difficile. Il suffit juste de revoir les 4 phases. Et souvenez-vous toujours, l'immunotolérance, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Il n'a pas de système immunitaire mature. C'est pour ça qu'il tolère la charge virale élevée. Donc il y a des questions qui se répètent. On a déjà répondu. Est-ce qu'on peut guérir d'une cirrhose? Ça, c'est demain. Oui, c'est demain, mais j'ai dit oui. Hein, j'ai dit oui. De toute façon, ça sera ma première plaque demain. Ça sera ma première plaque pour dire qu'on peut guérir d'une cirrhose. Bon, je crois que c'est OK. Là. Oui, bon, alors je remercie d'abord les laboratoires Pierre Fabre de nous avoir prêté la plateforme pour l'enseignement. Et je remercie aussi Karim Layada et Jamel Kizoula pour leur activité dans le module. Et demain, donc à 13h, on fera les sirop. C'est bien parce que ça sera un continuum.
Donc, on avait hépatite aiguë, chronique, cirrhose, ça va être l'histoire naturelle, donc les infections. Merci beaucoup. Avant de quitter les étudiants, c'est bon, c'est OK. Sinon, c'est OK. Question-réponse, c'est OK. Pour faire l'évaluation, je ne l'ai pas. Allez, OK. Donc, l'évaluation, je ne l'ai pas, Pourquoi tu fais l'évaluation? Oui, عندك. Non, je ne l'ai pas, mais pourquoi tu cherches après l'évaluation? نعمرها, c'est tout. Demander, masquer. Allez, OK. Donc, Saïd Jamal. Donc, صحفتكم. ابقوا على خير. À demain, Inch'Allah. Salut Karim, ça va. Salut. Ça va.